Nous sommes le 9 décembre 2013. Sur les Champs-Élysées, journalistes, photographes et badauds se pressent. Tous essayent de retenir l'attention de la star du jour, Leonardo DiCaprio. Il est venu présenter ici son dernier film, Le Loup de Wall Street. Il y incarne un de ses rôles les plus marquants, l'histoire inimaginable d'un trader qui devient riche à millions à seulement 27 ans. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'un homme est derrière toute cette histoire. Il a la cinquantaine, plutôt bel homme. Il s'agit de Jordan Belfort, le véritable héros du film. C'est lui qui a inspiré cette incroyable success story qui dépasse la fiction. Et le plus fou, c'est que tout est vrai. Nous avons retrouvé ces images inédites en France, où on y voit toute la démesure du trader. À 28 ans, il possède ce yacht, un hélicoptère, et il donne des fêtes démesurées. C'était boulot, 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 fête, fête, fête. Il vivait à 200%, il n'y avait pas de demi-mesure. Dans les années 90, Jordan Belfort incarne la réussite américaine dans tous ses excès. Sexe, drogue et dollars à gogo. Dès que je le voyais, il était perché. Il était toujours sous drogue. C'était fou. La dernière fois que je l'ai vu, ses yeux sortaient de la tête. Il était toujours sous drogue. Jordan Belfort, c'est un peu le fabuleux destin d'un New-Yorkais issu d'un milieu modeste, qui va réussir à gagner des centaines de millions de dollars sans avoir passé le moindre diplôme, avec pour seule arme un charisme hors du commun. Il vendrait des parapluies dans le désert, ce type. Et ça, c'est un don, c'est un talent, il est né avec. Il était un dieu de la vente. Le loup de Wall Street, quoi. Sa vie, Jordan Belfort l'a racontée en détail dans son autobiographie publiée en 2006. Un livre passionnant qui a bâti un mythe, celui du loup de Wall Street. Seulement, dans sa quête de pouvoir, Jordan a tendance à oublier un peu vite qu'il a bâti son empire sur une vaste escroquerie. Belfort était la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée de fraude pour un criminel. Alors nous sommes allés à la rencontre de tous ceux qui l'ont croisé. Ses anciens employés, son avocat, les victimes de ses arnaques ou encore l'homme qui l'a traqué pendant des années pour l'arrêter. Tous racontent un Jordan Belfort calculateur, sans morale ni scrupule. Un personnage complexe qui suscite l'admiration comme la haine. Jordan Belfort est quelqu'un de très amusant. Je l'aime beaucoup. Je ne lui fais pas confiance, je ne lui confierai jamais mon argent, mais il est sympa. Voici le véritable portrait de ce symbole des folles années 90, où l'argent est roi. Si Jordan Belfort incarne à merveille l'American Dream, c'est parce que cet homme qui a fait trembler la bourse de New York est né ici, dans le Bronx, en 1963. À l'époque, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de New York, miné par les guerres de gangs et le trafic de drogue. Jordan est issu d'une famille modeste. Il est le deuxième fils de Léa et Max Belfort. Et ses parents ont une profession qui va sans doute peser dans sa vie. Ils sont comptables. Jordan va donc grandir en entendant parler d'économie, de finances, de bénéfices. Toute son enfance va être marquée par la misère sociale de son quartier et la peur des fins de mois difficiles. Dans les années 70, les Américains s'inquiétaient beaucoup pour leur argent. Le problème, quand on vivait à New York, c'est que les prix augmentaient avec l'inflation. Mais les salaires ne suivaient pas pour autant.
Pour préserver leurs enfants de la délinquance du Bronx, les Belfort décident de déménager. Ils n'ont pas les moyens d'aller au cœur de New York à Manhattan. Alors ils s'exilent dans ce quartier éloigné beaucoup plus tranquille, le Queens. Ils posent leurs valises ici, à Bayside. Il s'agit d'une petite ville nichée au bord de l'Atlantique. Et nous avons retrouvé l'endroit où a vécu la famille. Un immeuble pas très glamour, typique de la middle class américaine. À l'interphone, il y a encore le nom de ses parents. Et là, très vite, Jordan va se révéler être un enfant pas comme les autres. Il est sujet à de terribles crises d'angoisse et dort très peu. Sa mère raconte que souvent elle entrait dans sa chambre le soir pour vérifier s'il dormait et il était assis sur son lit, il dormait pas du tout. Et puis quelque chose va complexer Jordan toute sa vie. Ses origines. Il est juif et il en a un peu honte. Car ceux ici qui ont le pouvoir, ce sont les bourgeois protestants, les fameux WASP, qui habitent les quartiers chics de Manhattan. Dès son enfance, il éprouve un désir d'ascension, un besoin de revanche sur ses origines modestes. Il se décrit comme un petit juif, donc on a l'impression voilà, il se sent pas à l'aise dans ce corps, il aimerait avoir un corps plus, peut-être qui correspond plus, je sais pas, au canon américain, il aimerait peut-être être grand, blond, élancé, et bon, il est plutôt petit, un peu râblé. Bon, il est plutôt beau gosse quand on voit Jordan Belfort, mais lui, en tout cas, il se trouve pas forcément très beau. Donc il y a ce complexe physique, et puis il y a aussi ce complexe social d'être issu d'une middle class qui ne le fait pas trop rêver. Lui, il a vraiment... Ce qui le fait rêver, c'est les superbes voitures hors de prix, les grandes femmes blondes, mannequins, top modèles. Adolescent, Jordan a des goûts de luxe. Mais comme il est issu d'un milieu modeste, il n'a pas le choix. S'il veut gagner de l'argent de poche, il va devoir travailler. Or, l'été de ses 16 ans, une vague de chaleur écrase New York. Jordan achète alors 2 glacières et se rend dans un parc tout près de chez lui. Un été, Jordan a décidé de vendre des glaces sur la plage. Il allait de serviette en serviette. Et ça marchait bien. Il est né pour ça. Il était très doué. D'ailleurs, ça fonctionnait tellement bien qu'il a embauché des copains pour vendre pour lui. Il n'était qu'un adolescent, mais il a réussi à monter son petit business. À la fin de l'été, c'est l'heure de faire les comptes. Jordan n'avait investi qu'une dizaine de dollars au départ. Au bout de seulement 2 mois, il empoche un incroyable jackpot de 20 000 dollars. Un businessman est né. Cet argent, Jordan Belfort l'économise pour entrer à l'université. Il quitte alors l'appartement familial pour se rendre à Baltimore, à 3 heures de route de New York. Il intègre une école qui pourrait exaucer ses rêves de richesse. Le Baltimore College of Dental Surgery. Mais là, rien ne se passe comme prévu. Il fait ce que sa mère a toujours voulu, une école de médecine dentaire. Et il raconte dans son livre que dès son premier jour de fac, le doyen fait un discours inaugural et dit aux élèves que l'âge d'or des dentistes est fini. Jordan se dit « Ok, alors qu'est-ce que je fais ici ?» Il se lève, il quitte la salle et il ne remet plus jamais les pieds en fac dentaire, au grand désespoir de sa mère, mais bon, il finit rapidement par retomber sur ses pieds. Nous sommes en 1983. Jordan Belfort a 20 ans et aucun diplôme. Il espérait prendre sa revanche sur les WASP grâce au métier prestigieux de dentiste. C'est raté. Alors il va revenir à ce qu'il sait faire depuis le début, acheter et vendre. Il se lance comme commercial à New York. Il parcourt la ville dans un camion pour vendre de la viande et des fruits de mer congelés.
Jordan rejoint cette entreprise-là, devient vendeur. Et en fait, très rapidement, il explose tous les records de vente. Il devient le meilleur vendeur de toute l'entreprise. Donc forcément, ça lui donne des idées et il propose à son ami de faire sécession, de partir, qu'ils montent leur propre entreprise de vente en porte-à-porte de viande et de surgelés. Au bout de quelques mois, Jordan démissionne et crée sa propre entreprise concurrente. Il est persuadé qu'il n'a besoin de personne et que l'argent coulera à flot. Les premiers mois lui donnent raison. Au début, ils ont donc un seul camion et puis finalement, assez rapidement, ils se retrouvent avec 26 camions. Et là, en fait, ils se rendent compte que quand on monte une boîte et qu'on se fournit auprès de grossistes, on peut les payer après avoir vendu. Ils voient là une sorte de levier financier potentiellement très intéressant. L'adolescent complexé et anxieux s'est maintenant transformé en entrepreneur à succès. Avec l'argent qui coule à flot, il a trouvé le moyen de vaincre son complexe d'infériorité. Jordan tient enfin sa revanche et il veut le faire savoir. À seulement 21 ans, il s'offre une Porsche rouge dans laquelle il aime parader dans les rues de Bayside. Mais derrière cette réussite tapageuse se cache un défaut majeur. Jordan ne pense qu'à l'argent, il se moque des lois. Il laisse des factures impayées et ses banquiers le harcèlent. Il doit déposer le bilan. Pour lui, l'épisode marquant, c'est que les huissiers viennent et saisissent sa Porsche, qui était sa première Porsche, qui était, on le sent pour lui, le symbole d'une émancipation sociale, de l'ascension. Il verse une larme, mais c'est fini. Par contre, on sent que c'est un épisode... il va vraiment tout faire pour ne pas répéter ce genre d'erreur. Le jeune homme repart de zéro. Un voisin lui conseille de trouver du travail dans cette rue du sud de Manhattan. Wall Street, la place boursière historique de la ville, symbole de la puissance financière américaine. À l'époque, dans les années 80, Wall Street est en pleine ébullition. Tous les New-Yorkais sont convaincus que la bourse a sauvé leur ville de la faillite. Jordan est immédiatement séduit. Il y voit l'assurance d'un travail facile et la promesse de gagner beaucoup d'argent. D'autant plus qu'à l'époque, un film dévoile le monde de la finance. Il s'agit de Wall Street, d'Oliver Stone avec Michael Douglas. L'histoire dénonce les arnaques financières de Gordon Gekko, un trader sans scrupules. Cela va impressionner Jordan et créer chez lui une vocation. Something big is going down. I want you to fill out the missing picture. Wall Street. Ces jeunes hommes très bien habillés faisaient beaucoup d'argent et s'appelaient entre eux les maîtres de l'univers. Je pense que le film Wall Street capture vraiment bien ce qui s'est passé. Tout cet argent qu'on gagnait là-bas. Le but de Gordon Gekko, gagner le plus d'argent possible. Sa célèbre réplique devient un mantra pour Jordan. L'avidité, c'est bien. Greed is good. Greed, for lack of a better word, is good. Nous sommes en 1987. Jordan a 24 ans. Il monte dans un bus, costume repassé et CV en main. Il est bien décidé à conquérir Wall Street. C'est à ce moment précis que son destin va basculer. Jordan a rendez-vous au 23e étage d'une grande tour de la célèbre 5e avenue à Manhattan. Il postule à un stage pour devenir trader chez L.F. Rothschild.
LF Rothschild était ce qu'on appelle une banque d'investissement. À cette époque, les compagnies boursières, les banques ont investi de grands bureaux et ont engagé de nombreux traders. Utilisaient de nouveaux systèmes informatiques pour échanger les actions. On pouvait travailler en ligne, on utilisait les ordinateurs pour acheter et vendre des actions. Ça s'est démocratisé dans les années 80-90. Dès son entretien d'embauche, Jordan impressionne son auditoire. Son employeur lui demande « Donnez-moi une raison de vous embaucher ». Et il lui répond Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et il lui dit voilà, donnez-moi envie d'acheter quelque chose. Et il prend au hasard une action dans la cote et il ne connaît absolument pas. Et il commence à vanter les mérites de cette action en disant ça va performer, gain garanti. Et là, son employeur lui dit ce que vous venez de faire est totalement illégal parce qu'on ne garantit jamais un gain, mais je vous embauche quand même. Le lendemain, Jordan pénètre dans une salle mythique, la Boiler Room. L'endroit est bondé de traders pendus à leur téléphone. Un choc visuel qu'il décrit longuement dans son livre. Jamais plus je n'oublierai cette clameur, semblable au grondement d'une foule en furie, qui allait changer ma vie pour toujours. C'était le cri de jeunes hommes dévorés de cupidité et d'ambition, s'engageant cœur et âme pour les riches businessmen de toute l'Amérique. C'est très excitant, on prend des grosses décisions en quelques secondes. On achète, on vend, et si on fait un bon coup, on crie « Hurrah !» Si on perd de l'argent, on est déçu, alors on hurle des grossièretés. Il n'en revient pas, il est très surpris, lui qui vient de cette classe moyenne du Queens, très surpris de voir qu'il rentre dans cette espèce de temple de la finance avec un nom très prestigieux. Pendant 6 mois, le stagiaire apprend les ficelles du métier. Comme il débute, il est seulement connecteur. Son rôle, réussir à joindre les acheteurs potentiels au téléphone, puis les passer aux traders pour qu'ils concluent des affaires. Dans ce nouveau milieu, Jordan est humilié, insulté quotidiennement par ses supérieurs. Mais il ravale sa fierté et au bout de quelques mois, il décroche le Graal, un diplôme de trader. Nous sommes en septembre 87. Jordan s'apprête à entamer son ascension dans les sphères de la finance, quand soudain, un événement imprévisible va brutalement tout arrêter. Le 19 octobre 1987, le marché s'effondre en une journée. C'est la plus grosse chute jamais vue à Wall Street. Les actions perdent 22% de leur valeur en quelques heures. Le ciel lui tombe sur la tête, il apprend que LF Rothschild, temple de la finance, fait faillite, donc il perd son job. Voilà. Il n'est plus question d'être promu, il n'est même plus question de travailler chez LF Rothschild, donc c'est assez dur pour lui. Il a très peur de devoir tout recommencer à zéro. Il n'y a plus de travail à Wall Street. Alors Jordan épluche les journaux en quête du nouveau job qui fera sa fortune. Une petite annonce attire son attention. Un poste de courtier dans une entreprise éloignée de Manhattan. Investor Center est une société qui prospère avec des actions un peu particulières. On appelle ça des penny stocks, c'est vraiment parfois même des cent stocks, c'est-à-dire des actions de quelques centimes en fait. C'est des actions qui sont vendues sur le marché hors cote, donc totalement dérégulé. Donc tout est permis, on peut manipuler les cours comme on veut. Ici, la spécialité est de vendre des paquets d'actions à de crédules retraités ou épargnants un peu trop naïfs. Ils s'imaginent gagner le gros lot en misant sur de petites entreprises censées exploser dans les prochains mois. En réalité, celui qui s'enrichit, c'est Jordan. Dès son premier mois comme employé à Investor Center, il gagne $38 000. Le mois suivant, il en gagne 70 000, donc on est sur une pente plutôt ascendante. Et au total, la première année, il gagne $500 000. Donc il n'a pas perdu au change. Grâce à ces actions qu'il ne vend que quelques centimes de dollars, Jordan devient enfin riche.
Il prend un malin plaisir à se pavaner devant le country club du coin, un endroit réservé aux grands bourgeois protestants. Un club où lui, le juif issu des bas-fonds de New York, n'aura jamais le droit de s'inscrire. Même quand il est au sommet, il a encore quelque part envie de prouver qu'il est meilleur que tous ces wasps et de les écraser, de les ridiculiser, de leur extorquer de l'argent. Jordan a maintenant 26 ans. Ses techniques de vente sont redoutables. La décision est prise. Il se met à son compte avec l'un de ses collègues et amis, Danny Poroch. Donc, ensemble, ils créent une société qui s'appelle Stratton Oakmont et c'est un nom qui est choisi de manière volontairement pompeuse pour se donner des lettres de respectabilité. C'est déjà le début de l'arnaque. Les deux associés s'installent dans un ancien garage de Long Island. Dans la même lignée qu'Investor Center, Stratton Oakmont vend des actions de petites entreprises mal cotées. Mais cette fois-ci, Jordan a une idée géniale. S'attaquer aux gros poissons, aux hommes d'affaires, capables d'investir plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour cela, il s'entoure d'une douzaine d'amis rencontrés pendant son enfance à Bayside. Des types un peu paumés, totalement ignorants du monde de la finance. Ça commence comme n'importe quelle petite entreprise un peu foireuse. C'est un peu artisanal. Les débuts sont poussifs. Alors Jordan travaille encore et encore sa technique de vente. Et au bout de quelques mois, il livre à ses employés une sorte de mode d'emploi de la vente forcée. Une méthode qui s'appelle Straight Line Persuasion System. Un document qui permet d'anticiper les réponses des clients potentiels. Il leur prépare une espèce de feuille où il y a des dialogues tout prêts, que ses employés n'ont plus qu'à apprendre par cœur pour pouvoir les marteler avec encore plus d'assurance. Nous avons retrouvé l'avocat de Jordan Belfort. Il se souvient très bien des phrases que les traders débutants apprenaient par cœur. L'action va doubler. Nous la vendons à un très bon prix. Nous sommes très proches de la société, nous avons de très bonnes sources, nous avons des informations que personne ne connaît. C'est une super opportunité. J'ai seulement 5000 actions à vendre. Ça va partir très vite. Et s'il sentait une hésitation, un client qui disait « Bon, il faut que j'en parle à ma femme », le trader répondait « Quoi, vous devez en parler à votre femme? Vous n'êtes pas celui qui prend les décisions? De quoi avez-vous peur? C'est le genre d'opportunité que votre femme voudrait saisir. » Le succès est foudroyant. Au bout de seulement 1 an, Stratton Oakmont déménage dans de nouveaux locaux bien plus grands, flambant neufs. Nous sommes au 1979 Marcus Avenue. C'est derrière ces vitres que va se bâtir le mythe de Jordan Belfort. Ici, en quelques années, il va réunir plus de 1000 personnes et gagner des millions de dollars. Avec des méthodes particulièrement efficaces. Et le choix de cet emplacement éloigné de Wall Street ne doit rien au hasard selon Joel Cohen. Ce procureur a longuement enquêté sur Stratton Oakmont. Je pense qu'ils se sont installés à Long Island parce que c'était moins cher que Wall Street. Mais surtout parce que cela permettait de recruter des jeunes sans expérience, mais complètement avides d'argent. Des jeunes qui pensaient que c'était le meilleur job du monde. Ils n'auraient jamais pu recruter ce genre de personnes à Manhattan. Parmi les jeunes loups attirés par l'argent facile, voici Roman Ansari. Il a accepté en exclusivité de raconter les coulisses de cette société hors du commun. Je travaillais dans une petite supérette et un employé de Stratton Oakmont est rentré dans la boutique. Il avait peut-être 24 ans et il portait une superbe Rolex. Alors je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a répondu « Je suis trader ». Alors j'ai demandé « Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent ?» Il m'a dit « J'en ai gagné plus l'année dernière que tu n'en gagneras dans toute ta vie ».
Alors je lui ai dit « Comment on fait ?» Il m'a donné sa carte et m'a dit « Tu veux faire de l'argent ? Sois là à 7 h demain matin. » Le lendemain, Roman se rend à Long Island. Il est complètement stupéfait par ce qu'il découvre sur le parking de Stratton Oakmont. Des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini, que des belles voitures. Je ne me souviens pas avoir vu une seule voiture abordable. À l'intérieur, il règne une ambiance survoltée dès 6h30 du matin. Imaginez une pièce avec 1000 personnes. Vous entrez là-dedans et il y a un bruit pas possible. C'était invraisemblable. Je ne savais plus où donner de la tête. L'exemple de Roman n'est pas un cas à part. Jordan Belfort recrute ses employés dès leur sortie de l'école quand ils ont 18 ou 20 ans. Il peut ainsi les formater avec ses techniques de vente bien particulières. Les traders étaient jeunes, début de vingtaine. Certains diplômés de l'université, mais souvent ils sortaient juste du lycée. Ils devaient passer, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, une licence pour avoir le droit de vendre des actions. Ce n'est pas un examen très difficile. Mais beaucoup ont échoué, et quand nous avons commencé à enquêter, à les interroger, nous avons découvert que la plupart d'entre eux payaient des personnes pour passer l'examen à leur place. Tous les matins, Jordan Belfort monte sur l'estrade et livre des discours enflammés à ses stratoniens, comme il aime les appeler. Ces moments de liesse sont capitaux dans la gestion de la société. Le jeune patron de 28 ans promet un niveau de vie sans limite aux jeunes traders, assoiffés d'argent et d'adrénaline qui boivent littéralement ses paroles. Il avait cette espèce de capacité extraordinaire de dynamiser ses équipes avec, en effet, ses grands discours. C'est un excellent orateur. C'était un gourou. Il était leur leader. Il l'admettait lui-même, il y avait un véritable culte autour de lui. Il se mettait en scène, il leur promettait qu'ils allaient faire beaucoup d'argent, qu'ils allaient devenir comme lui, qu'ils allaient pouvoir s'éclater dans la vie. Alors ils le suivaient. Pour tenir le choc de cette cadence infernale, les traders se laissent tenter par la consommation d'alcool et de drogue qui provoque euphorie et hypersensibilité. Cocaïne, et Mandrax, un médicament qui fait planer. Toutes ces substances sont monnaie courante chez Stratton Oakmont. Des dealers viennent même directement livrer les employés dans les bureaux. Quand vous vivez à toute vitesse, vous avez besoin d'un break parfois. Mais ce n'est pas possible, pas par manque d'argent, mais par manque de temps. Les drogues vous permettent de souffler. Elles font voyager votre esprit. Elles vous emmènent dans un autre monde. Alden Cass est psychologue. Il a aidé de nombreux traders de Wall Street à sortir des méandres de la drogue. Beaucoup de traders utilisaient ces drogues pour se sentir moins coupables, apaiser leur mauvaise conscience d'arnaquer les investisseurs. Jordan lui-même est complètement accro. Il consomme des dizaines de pilules chaque jour. Quand je suis arrivé à Wall Street, je ne connaissais rien aux drogues. Je n'en prenais jamais. Mais au bout de quelques temps, ça me paraissait complètement normal. C'est comme devant une baignoire d'eau chaude. Au début, on trempe un doigt de pied et on le retire tout de suite, car c'est trop chaud. 5 minutes plus tard, on est complètement dedans et on s'y sent bien. Dès que je le voyais, il était perché. Il était toujours sous drogue, c'était fou. La dernière fois que je l'ai vu, ses yeux lui sortaient de la tête, il planait toujours. Les jeunes traders prennent Stratton Oakmont pour un vaste terrain de jeu. Il y règne une ambiance de débauche inouïe rarement vue dans les salles de marché. Jordan lui-même est un peu débordé par les événements.
Un jour, il voit deux employés, une femme et un homme. La jeune femme qui a 17 ans, qui est une assistante de 17 ans, en train de faire une fellation dans l'ascenseur de l'entreprise. L'ascenseur est un ascenseur en verre, hein. Donc tout le monde voit ça. Donc, et il m'a raconté, quand j'ai vu ça, j'étais très très choqué. Mais quand je me suis rendu compte que personne ne se plaignait, que ni les personnes qui avaient vu la fellation se plaignaient, et ni même l'assistante qui l'avait pratiquée ne se plaignait, j'ai laissé faire, et si les gens s'amusent, c'est très bien comme ça. Il avait dû faire passer une circulaire dans l'entreprise, enjoignant les salariés de ne pas faire l'amour entre 8h et 19h. Et la circulaire était estampillée d'un couple en train de faire l'amour en levrette avec un rond et une barre, comme une sorte de stop. Mais cette règle n'est pas respectée. Jordan Belfort est d'ailleurs le premier à la transgresser en organisant des challenges toujours plus fous pour motiver les troupes de Stratton Oakmont. Le mardi, c'était le jour des prostituées. Il y a une personne assise de chaque côté de la table. Une fille est en train de danser sur la table. Les deux traders doivent vendre leurs actions le plus vite possible. Celui qui gagne remporte la fille. Jordan Belfort n'hésite pas à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour organiser des petites soirées où il s'agit de célébrer une introduction en bourse ou un contrat. Et c'est des soirées de débauche incroyables. Nous avons retrouvé des images jamais diffusées en France. On y voit les employés de Stratton Oakmont débarquer par quart entier dans les fêtes données par leur patron. Jordan chouchoute ses employés à grands coups de soirée alcoolisés. Il veut donner l'impression d'une entreprise où tout est permis et où il faut vivre l'instant présent. Nobody else has this. Cherish this time of your life, people. It doesn't come around that often. It doesn't. Cherish it, hold it sacred. Jordan collectionne les voitures rutilantes, se déplace en hélicoptère et s'offre même le comble du luxe, un yacht de 50 mètres. L'ascension sociale pour Jordan Belfort passe vraiment par la possession et l'exhibition même de biens. Il est vraiment... aujourd'hui, on dirait qu'il est très bling-bling. Dernière pièce pour compléter sa panoplie du parfait millionnaire. Sa femme Nadine. Une jolie top modèle britannique repérée dans une publicité à la télévision. That's mine. Yeah, doggy. Miller Lite, the less filling really tastes great. Lui, il la tient en quelque sorte par l'argent et elle le tient par l'amour ou le sexe ou en tout cas l'illusion d'avoir un mariage parfait. Jordan vit à 200 à l'heure. Il tient enfin sa revanche sociale. Et comme pour asseoir sa puissance, il rachète cette maison où nous nous sommes rendus, à Long Island. C'est la dernière propriété de l'ancien président de la Bourse de New York, à Brookville, la banlieue ultra chic de Long Island. Il m'a dit, vous savez, rien n'est jamais assez grand pour moi. Même quand j'avais acheté cette maison, je me suis dit, l'allée n'est pas assez longue, il va falloir que je l'agrandisse. C'était le genre de personne qui n'en avait jamais assez. Il me fait penser au petit frère que tout le monde ignore, dont personne ne fait attention. Il fait tout pour réussir car il veut avoir de l'importance. C'est exactement ce qu'a fait Jordan. Et étonnamment, ce mode de vie démesuré fait de folles dépenses est aussi une stratégie bien pensée pour mieux contrôler ses stratoniens, inciter à se sacrifier au travail pour imiter son train de vie. Malgré tout l'argent qu'ils ramènent, ils sont tous aussi fauchés les uns que les autres. Ils dépensent jusqu'au dernier cent pour tenter d'imiter mon style de vie.
Alors, ils finissent par avoir des fins de mois difficiles en gagnant 1 million par an. Ce que je veux dire, c'est qu'il est plus facile de les contrôler s'ils sont fauchés. C'est grâce à ça que ça fonctionne. Jordan est un individu calculateur et manipulateur. Il est le genre de personne qui sait utiliser son charisme pour attirer l'attention sur lui. Ce sont des maîtres dans la psychologie humaine. Ils arrivent vraiment à embobiner tout le monde. Ils veulent absolument avoir une emprise sur leurs proches, et grâce à ça, ils se sentent beaucoup mieux. Ils ont l'impression d'avoir le contrôle. Seulement, tout cet univers de décadence où les millions de dollars pleuvent tous les jours est en réalité bâti sur de vastes arnaques. En 1991, Forbes, le magazine référence dans le monde de la finance, se fend d'un portrait de Jordan Belfort. Un portrait assassin. La journaliste pointe les opérations troubles de Stratton Oakmont. L'article est assez négatif. D'ailleurs, le titre de l'article, c'est Stacks or Stocks, What's the difference? Donc, steak, où il y a un jeu de mots entre steak et stocks, steak et action, pour faire référence à son activité de vendeur de viande, son passé de vendeur de viande. Donc voilà, le titre est assez ironique et l'article dépeint Jordan comme un personnage qui est prêt, voilà, qu'il vende des steaks ou des actions, il le fait avec la même ambition de s'en mettre plein les poches. Et l'article, c'est écrit noir sur blanc dans l'article, que en fait, Stratton Oakmont vend des actions à des investisseurs un peu naïfs qui se laissent complètement embobiner. Donc déjà, à l'époque, les agissements pas très nets de Stratton Oakmont sont d'autorité publique. Nous avons retrouvé l'une des victimes de la société de Jordan. Robert Sherin est contacté en 92 par Stratton Oakmont. À l'époque, il est un jeune entrepreneur dans le textile. Il souhaite investir ses économies. J'ai reçu un appel d'un certain Paul Greco qui m'a dit « Je suis Paul Greco, je travaille pour Stratton Oakmont. J'ai eu vos coordonnées par l'un de vos copains d'université. Il était avec vous à Harvard. Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent. Il m'a donné votre nom et m'a dit de vous appeler car vous aimiez jouer en bourse. Vous êtes agressif et intelligent et que vous seriez très intéressé par ce genre d'affaires vous aussi. » Et ça a ouvert le dialogue. Convaincu par le bagou imparable de son interlocuteur, Robert Sherin se laisse griser par les promesses de gains rapides. Il investit d'abord 11 000 $ dans des actions qui se révèlent lucratives. Ça m'a fait gagner pas mal d'argent, quelques milliers de dollars. Donc je me suis dit 20% de gains en un mois, c'est exceptionnel. Et après il a rappelé et a dit « Bon maintenant, soyons plus joueurs ». J'étais prêt à sauter dans le grand bain et je l'ai fait. L'entrepreneur achète plusieurs centaines de milliers de dollars d'actions par le biais de Stratton Oakmont. Comme lui, les autres victimes de cette supercherie sont ciblées avec soin. Des particuliers résidant en dehors de l'État de New York. Des personnes influençables qui évoluent loin des sphères de Wall Street. Impossible alors d'aller vérifier les belles paroles des traders. Chaque société avait une histoire incroyable selon eux. La différence entre aujourd'hui et cette époque, c'est qu'en 1992, on ne pouvait pas aller vérifier sur Internet pour voir si le trader nous ne racontait pas de bobards. On leur disait « Écoutez, c'est la meilleure action que vous puissiez acheter. C'est une société qui a eu l'idée de vendre de l'eau potable dans les supermarchés, directement dans des grosses bonbonnes. Personne n'y avait pensé avant. Les clients viendront faire leurs courses et rechargeront leurs bouteilles recyclables. Ça va faire un carton. Comme vous êtes un bon client, c'est à vous que l'on veut vendre les premières actions. » En vérité, la société dont ils vendaient les actions était juste une entreprise fantôme. Il n'y avait personne, c'était juste un nom. Mais Jordan ne se contente pas de ce genre de tromperie. Il veut gagner toujours plus, comme un joueur compulsif.
Alors il va mettre au point une escroquerie baptisée Pump and Dump. Le pump and dump, c'est quand on augmente artificiellement le prix d'une action et qu'on revend toutes ces actions au prix fort. La phrase qu'on utilisait dans le jargon, c'était « Ok, décrochez-moi ce téléphone et mettez du rouge à lèvres sur ce cochon ». Ce qui voulait dire qu'on allait vendre de très mauvaises actions, mais qu'il fallait les embellir un peu pour les rendre plus sexy. Le meilleur exemple est l'affaire Steve Madden. En 1993, Jordan souhaite miser personnellement $500 000 dans la marque du créateur de chaussures à la mode. Jordan veut posséder la moitié du capital de cette entreprise. Et il a un tuyau en or. Il sait que cette marque va bientôt entrer en bourse. En réalité, Stratton Oakmont n'a légalement pas le droit de posséder autant de parts. Alors, Jordan décide de recourir à une astuce illégale. Il va créer des sociétés écrans gérées par ses amis. Il échappe ainsi au radar de la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse américaine. Le jour de l'introduction en bourse de Steve Madden, Stratton Oakmont rachète massivement les actions aux sociétés écrans au prix de $5. Sur le marché, tout le monde s'étonne de cette manœuvre et se dit qu'il faut suivre le mouvement et acheter du Madden. Le cours de l'action s'envole. Jordan a réussi à la faire grimper artificiellement jusqu'à $18. Et là, il donne l'ordre à tous ses traders de vendre. Il réalise ainsi un énorme bénéfice. En 10 minutes, Jordan Belfort empoche $20 millions. Et cette manœuvre illégale, il va la répéter plus d'une fois. Stratton Oakmont a introduit en bourse une trentaine de compagnies. La plupart étaient des sociétés vouées à l'échec. C'était vraiment de mauvaises boîtes, mais ça importait peu à Jordan Belfort. Il s'en fichait. Le but n'était pas de trouver une compagnie lucrative, mais plutôt de faire gonfler artificiellement sa valeur. Ceux qui pâtissent de ce genre d'arnaque, ce sont ceux qui achètent quelques jours après la hausse artificielle de l'action. Pour eux, le cours retombe brutalement en dessous de la mise de départ. C'est ce qui arrive à Robert Sherin. Pendant des mois, il va recevoir uniquement des mauvaises nouvelles de Stratton Oakmont. Quand j'ai commencé à me rendre compte que je perdais de l'argent, j'ai demandé à vendre toutes mes actions. Et c'est là que le combat a commencé. Je hurlais au téléphone en disant « Vendez tout ce que vous pouvez, je veux récupérer mon argent ». C'est fini, je hurlais. Et à l'autre bout du fil, le trader me répondait « Mais vous êtes vraiment trop stupide pour gagner de l'argent. Vous êtes un idiot. » Il me hurlait dessus. 2 fois, ils m'ont transféré l'argent sur d'autres actions, alors que j'avais demandé le retour de mes fonds. Ils ont acheté d'autres actions sans ma permission. Donc ça a pris un temps fou et beaucoup d'efforts pour qu'ils finissent par vendre toutes les actions et m'envoyer le peu d'argent qu'il restait. Au total, Robert Sherin va perdre une grande partie de ses économies, c'est-à-dire $170 000. Et pour d'autres, la situation est bien pire. Beaucoup de ses victimes, des centaines de personnes, ont perdu toutes leurs économies dans ces arnaques. Ils ne pouvaient plus payer leurs prêts, assurer leur retraite ou les études de leurs enfants. Cela a été prouvé. Alors quand Jordan Belfort raconte que toutes ses victimes étaient riches, même si cela ne fait aucune différence, c'est complètement faux et c'est très grave. À Wall Street, on commence à parler de cette entreprise du Long Island qui fait des millions et où les traders sont récompensés à coups de prostituées. Alertée par de nombreuses plaintes, la SEC, le gendarme de la bourse,
est déjà sur les traces de Jordan Belfort. À partir de 1992, 2 agents prennent leur quartier dans les bureaux de Stratton Oakmont. Ils épluchent le moindre document qui pourrait révéler une fraude. Le chauffage est au niveau 0 pour qu'ils aient le plus froid possible. Il y a évidemment des micros dans cette pièce-là. Et en fait, pour Jordan, c'est un petit peu... l'idée, c'est un peu d'appliquer ce proverbe « Keep your friends close and your enemies closer ». Jordan et Danny Porosh étaient des gros preneurs de risques. Ils pensaient qu'ils pouvaient battre la SEC. Et pour être honnête, on s'en est pas mal sorti pendant plusieurs années. Mais la SEC ne parvient pas à coincer Jordan. Alors un homme va jurer d'avoir la peau du loup de Wall Street. Il s'agit de Gregory Coleman, un agent du FBI. Pour nous, il a accepté de revenir sur l'enquête de sa vie. Quand tout a commencé, il a 30 ans. Il est simple, honnête et mène un train de vie modeste. Il est l'opposé de Jordan Belfort. Et surtout, il déteste particulièrement la débauche d'argent, l'avidité dont fait preuve Jordan. Dès le départ, ça a été très difficile de progresser dans cette affaire. Car beaucoup de traders et d'employés gagnaient des millions de dollars. C'étaient des jeunes hommes qui avaient des revenus hors du commun. Donc forcément, ils n'avaient pas du tout l'intention de coopérer avec le FBI ou les autorités. C'était très difficile pour nous de prouver les fraudes. Jordan est un homme très charismatique. C'est un beau parleur. Donc j'ai compris que mon enquête allait être très difficile. C'est une partie de cache-cache entre lui et le FBI qui méprise souverainement. Donc il adore. C'est-à-dire que c'est un escroc, il le sait très bien. Mais comme il n'a aucun scrupule ni remords, pour lui, c'est pas le bien et le mal. C'est qui perd et qui gagne. Donc je joue à cache-cache avec le FBI. Et je vais leur montrer à quel point ils sont nuls. Et dans ce bras de fer, la première victoire revient à la SEC. Après 2 ans d'enquête, elle a réuni des preuves irréfutables de malversation. Jordan Belfort doit quitter la tête de son empire, payer une amende de 2 millions de dollars et ultime sanction pour lui, il doit rendre sa licence de trader. Jordan Belfort est particulièrement sanctionné puisqu'on lui retire son statut de trader et il n'a officiellement plus le droit d'exercer dans l'entreprise. Mais ceci dit, bon, il conserve son statut officieux, on va dire, de grand Manitou au sein de Stratton Oakmont. Et en plus, il conserve une rente très confortable. En réalité, pour le dédommager de son éviction, Jordan va continuer à toucher un salaire astronomique. 1 million de dollars par mois. Loin d'arrêter, il continue de plus belle son train de vie exceptionnel. C'est alors qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. Il organise l'évasion fiscale d'une grande partie de ses revenus. Une magouille rocambolesque. Il envoie discrètement de l'argent liquide en Suisse. Il a utilisé des passeurs. Il paye une femme qui a la nationalité suisse et qui est mariée à un Américain. Le couple fait ça en duo. Le mari était le dealer de Jordan. Sa femme est en Suisse. C'était la combinaison parfaite pour ne pas se faire pincer. Ne doutant de rien, Jordan a même une idée totalement saugrenue et terriblement risquée. Scotcher l'argent liquide sur les corps des passeurs. Il donnait l'argent liquide et les passeurs le cachaient de manière différente. Parfois dans les bagages, parfois scotchés à même leur corps, et même parfois les deux. D'autres personnes ont été impliquées au fur et à mesure que la fraude avançait. Ils passaient la frontière américaine avec le liquide dissimulé et le déposaient sur des comptes en Suisse. Mais dans l'ombre, l'agent du FBI Gregory Coleman et celui de la SEC, Joel Cohen, s'unissent pour démanteler le réseau de Jordan Belfort. Ils gagnent la confiance des autorités suisses et reçoivent enfin la preuve du blanchiment d'argent.
Je me souviens quand nous sommes rentrés de l'un de nos voyages à Genève avec Gregory Coleman. Le lendemain, une boîte est arrivée au courrier avec un pli à l'intérieur. Nous l'avons ouvert et cela a confirmé ce dont on se doutait. Jordan et ses associés avaient des comptes cachés en Suisse. Jordan Belfort n'a plus aucune porte de sortie. Il est cerné de toutes parts. En 1998, il est arrêté et inculpé pour fraude et blanchiment d'argent. Il savait que je le pourchassais depuis 6 ans. Je pense qu'il était soulagé que cette chasse à l'homme soit enfin terminée. À la fin de la journée d'interrogatoire, il a plaidé coupable, non seulement pour le blanchiment d'argent, mais aussi pour toutes les fraudes commises par Stratton Oakmont. Le coupable risque alors une lourde peine de prison. Mais une fois de plus, Jordan va trouver le moyen de sauver sa peau. La justice américaine peut se montrer clémente avec ceux qui collaborent. Alors Jordan balance tout. Il donne la liste de tous ses complices. Si Belfort n'avait pas voulu coopérer, s'il n'avait pas décidé de travailler avec les autorités et qu'il n'avait pas plaidé coupable, il aurait pu être condamné à 21, voire 27 ans de prison lors de son procès. Finalement, Jordan Belfort s'en sort bien. Il écope de seulement 4 ans de prison. En revanche, tous ses biens sont saisis. Ses propriétés, son hélicoptère, ses comptes bancaires. J'ai pris tout ce que j'ai pu trouver. Chaque dollar qu'il a gagné depuis le début de ses activités, c'est de l'argent volé. Donc il devait le rembourser. À son procès, Belfort a été condamné à rembourser plus de 110 millions de dollars à ses victimes. Et le juge a fait quelque chose de très inventif. Il a demandé à ce que Belfort puisse garder la moitié de ses revenus et donner le reste pour rembourser les victimes, jusqu'à ce qu'on arrive au total de 110 millions. Le juge a compris que Belfort avait la capacité de bien gagner sa vie, mais que si la justice lui prenait 100% de ses revenus, il ne s'embêterait plus à travailler et les victimes ne reverraient jamais leur argent. Après de nombreuses procédures judiciaires, Jordan Belfort est incarcéré au début de l'année 2002 dans une prison fédérale. Grâce à sa bonne conduite, il n'y restera que 22 mois et fera même une belle rencontre. Après toutes ces aventures, quand il finit par passer 22 mois enfermé dans l'une des pires prisons des États-Unis, en Californie, il s'avère que son voisin de cellule est Tommy Chong, l'humoriste très connu aux États-Unis. Parmi tous les détenus du pays, il a fallu qu'il tombe sur quelqu'un de célèbre. Jordan a 40 ans et son rêve américain se termine ici, en prison. Mais une fois de plus, il va rebondir. Il profite de son incarcération pour raconter son histoire incroyable. Son enfance modeste, le culte de l'argent, les prises de drogue surhumaines et sa lente descente aux enfers. Tommy lui a conseillé d'écrire un livre sur sa vie, mais Jordan n'avait aucune expérience là-dedans. Donc il raconte qu'il a commencé à lire Le bûcher des vanités de Tom Wolfe et qu'il a écrit des pages et des pages dans ce style. À peine sorti de sa cellule en 2004, Jordan publie son autobiographie qui se classe directement dans les best-sellers de l'année. Le Loup de Wall Street sera le point de départ de son retour en grâce. Il sort de prison frais comme une rose. Ce livre lui donne presque une bonne réputation. Donc il passe 22 mois en prison, mais finalement, il en sort plus fort que jamais. Dans le livre, Jordan Belfort expose méticuleusement ses excès. Des 22 drogues testées aux innombrables escort girls. Il passe habilement sur ses escroqueries et lâche quelques remords de circonstance. Il y construit surtout le mythe d'un surdoué de la vente. Mieux, il se présente en victime du capitalisme et concède une seule erreur: avoir été aveuglé trop jeune par l'argent facile. Jordan Belfort n'a pas été victime du système, il a tiré profit du système. Jordan s'invente au passage un surnom imaginaire, le Loup de Wall Street, dont il n'a jamais été affublé jusqu'ici et qui sera repris dans toutes les interviews.
Hollywood se jette sur cette histoire glamour faite d'excès, de sexe et d'argent à profusion. Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese paient $1 million pour l'adapter au cinéma. Encore une histoire incroyable. Qui d'autre que Jordan Belfort aurait pu finir joué sur grand écran par Leonardo DiCaprio? Enfin, quelle est la prochaine étape pour cet homme? Président. Il va être président. Le 25 décembre 2013, Le Loup de Wall Street sort dans les cinémas du monde entier. L'ancien escroc devient une icône, un personnage presque sympathique. Jordan s'affiche au grand jour avec sa nouvelle femme. Mais derrière les paillettes, 1500 victimes attendent toujours leur argent. Belfort raconte dans les médias qu'il a remboursé toutes les victimes, mais il suffit d'aller vérifier au tribunal pour se rendre compte que c'est faux. Il a arrêté depuis plusieurs années. Il doit toujours environ 100 millions au gouvernement, qui devrait aller aux victimes. J'attends toujours mon chèque de Jordan. Je suis sûr qu'il est dans ma boîte aux lettres. Le tapage médiatique autour du film est une aubaine. Il en profite pour lancer un nouveau business. Il donne des conférences et des interviews qu'il facture $30 000 de l'heure et propose même sa fameuse méthode de vente sur Internet. One of the greatest myths, and I've seen this myself in person, is that you really shouldn't ask for the order more than 2, maybe 3 times. Let me tell you something. Most times it's on actually the 5th or 6th time that you actually ask someone to take action that they do take action. Je suis sûre que beaucoup de jeunes hommes y vont car ils ont envie de voir le personnage du film, mais pas celui qui est allé en prison. Il a eu beaucoup de femmes, il a essayé plein de drogues, il avait tous ses gadgets, ils veulent un peu lui ressembler. L'Amérique, c'est le pays des deuxièmes, voire des troisièmes chances. Dans d'autres pays, on resterait discret par honte des fautes qu'on a commises. Mais aux États-Unis, il y a un marché pour ça. On aime écouter tout ce que les gens ont fait de mal. Vous agissez mal, allez en prison, Leonardo DiCaprio vous interprète au cinéma et maintenant vous faites de l'argent sur le dos des gens qui viennent pour vous rencontrer. C'est comme ça que ça marche dans ce pays. Comme pour fuir Wall Street et ses vices, Jordan Belfort s'est installé de l'autre côté des États-Unis, en Californie, dans cette petite maison face à l'océan. S'il n'a plus le train de vie démesuré de ses 30 ans, Jordan savoure aujourd'hui sa victoire. Il a réussi à faire de son passé sulfureux un fonds de commerce très rentable. Des milliers d'adorateurs boivent jour après jour ses paroles. Le roi de la vente est de retour.